Bonsoir à toutes et à tous, si on met la bonne scène sur OBS, ça fonctionne comme il faut. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour le débriefing de ce Grand Prix des Pays-Bas, le Grand Prix de Max Supermax, évidemment, vainqueur donc de son Grand Prix national, Max Verstappen. Ça y est, c'était la fin voulue et la fin espérée, je pense, par les 70 000 spectateurs qui étaient présents ce week-end et tout le week-end. C'était Orange, mais de chez Orange. Alors apparemment, ça aurait été d'ailleurs l'organisation aussi du Grand Prix qui avait demandé aux fans de venir en orange si c'était possible. Et donc voilà, ça a été bien respecté et bien, on a bien répondu à cela. Donc la victoire de Max Verstappen et de sa Red Bull sur ce Grand Prix des Pays-Bas devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas avec les deux Mercedes. Et vous avez là l'intégralité des pilotes dans le tour du vainqueur. Je n'arrive pas à comprendre, mais il y avait 3 pilotes qui ont terminé dans le tour du vainqueur aujourd'hui sur ce Grand Prix des Pays-Bas. Alors merci déjà, on va commencer avant de rentrer dans le vif du sujet avec le débriefing, on va commencer par dire merci à à Sarlik qui sont abonnés également avec Prime, merci à Bryce Developer qui offre un mois d'abonnement à Cookie Mick, et puis également 10 bits, donc merci beaucoup. Vous pouvez toujours soutenir la chaîne évidemment sur Twitch, continuez, n'hésitez pas. Vous avez suivi trop de fumigène. Mais non, mais c'est formidable. Alors évidemment, si c'était un match du championnat de France, voilà, on aurait déjà eu des grands prix de suspension pour la foule néerlandaise. Mais c'était exceptionnel, franchement, de voir ça. J'ai trouvé ça superbe, de voir une telle ferveur. Et c'était même un petit peu le petit souci de ce Grand Prix des Pays-Bas. C'est-à-dire que pendant les 30 minutes qu'on précédait, on a eu, mais une ambiance de taré, de malade mental. Ça n'arrêtait pas. Ça jouait max dans les haut-parleurs du circuit pendant 40 minutes. Moi, ça m'a hypé, mais de dingue. J'étais là à me dire, ça va être un Grand Prix incroyable. On voit le premier tour, ça se percute un petit peu de tous les côtés, c'est musclé, ça se dépasse, voilà. Donc c'était vachement sympa. Et puis un petit peu le calme plat, quand même. On va pas se cacher. Oui, le ballon crevé, malheureusement, le ballon n'est plus, attention. Et il n'y a plus de ballon, j'en suis bien désolé. Ça y est, ça devient n'importe quoi ce décor. Mais voilà, franchement, le Grand Prix n'était pas forcément exceptionnel. On peut déjà aussi se satisfaire du fait qu'il n'y a pas eu de grosses erreurs. Il y a eu un tête à queue pour Sébastien Vettel, mais c'est tout. Donc franchement, c'était assez incroyable. Donc franchement, quand même, un Grand Prix qui était sympathique. Ça faisait 36 ans qu'on n'a pas vu les Formule 1 aux Pays-Bas et qu'on n'a pas vu le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Donc déjà, voilà, c'était très plaisant de retrouver ça avec une piste qui n'est pas non plus totalement adaptée aux Formule 1 modernes. Et ça, c'était vachement sympathique aussi. C'est-à-dire que vous aviez une piste qui était directement, quand vous faisiez une faute, vous le sentiez directement. Merci pour les 100 bits, presse F évidemment pour le ballon, et merci pour ce trad live qui atteint les 100%, mais donc du coup, la piste, voilà, vous sortiez un petit peu large, vous étiez directement puni, on l'a vu avec les Williams hier en qualification, mais un circuit finalement très étroit, donc pour dépasser c'était compliqué, et franchement je trouve qu'on a eu beaucoup de dépassements par rapport à ce qu'est la piste en soi, et je pense que les 3 bankings, parce qu'apparemment le virage 1 est aussi en banking, mais bon, c'est surtout le virage 3 et le virage 14, auront quand même aidé à produire quelques dépassements et à avoir des choses un petit peu différentes de ce qu'on pourrait avoir à Zandvoort dans les catégories, dans les plus petites catégories, en GT aussi, je veux dire, dans les années précédentes. Donc voilà, globalement quand même, on a à se plaindre parce que c'est vrai qu'on a eu des Grands Prix très sympathiques récemment, sauf la semaine dernière, mais ici, voilà, il faut aussi de temps en temps des Grands Prix qui sont un petit peu plus calme, et puis on a quand même eu cette bagarre pour la victoire. Alors évidemment, on sait que chez Red Bull, on n'a pas dû trop trembler et transpirer, mais quand même, voilà, il y avait des tentatives, des petites choses qui étaient faites pour tenter d'aller déstabiliser Max Verstappen et sa Red Bull, mais voilà, Max a fait le week-end parfait chez lui, merci Alex pour les 100 bits, mais vraiment, voilà, Max Verstappen a fait un week-end parfait, et ça devait pas être simple du tout, parce qu'il arrivait avec une pression monstre. Alors bien sûr, on sait que conduire à domicile et piloter à domicile, ça a de quoi vous donner, voilà, une motivation extra, d'avoir vraiment une envie de faire mieux, mais ça peut aussi donner pas mal de sueur froide et de difficultés et de pression. Et si on est tout à fait honnête, Max Verstappen, ces dernières années, l'a prouvé au Grand Prix de Belgique, qui n'est pas évidemment son Grand Prix national, comme c'est le cas ici aux Pays-Bas, mais c'est quand même un Grand Prix où il se produisait chaque année devant au moins 50 000 spectateurs néerlandais. Donc c'était quasiment à domicile, et à chaque fois, voilà, il se passait des choses, et franchement, les Grands Prix de Belgique n'étaient pas top pour lui. Il gagne la semaine dernière, mais enfin, vous n'allez pas me cacher que bon, c'est une victoire sur le papier, certes, mais bien sûr, c'est pas non plus la folie. Par contre, là, il a tout à fait répondu présent, il a fait une pole superbe hier, avec quelques petits soucis quand même de DRS qui aurait pu lui coter la pole position, parce qu'il a devancé Lewis Hamilton de quelques millièmes seulement. Et aujourd'hui, il a pas fait une seule erreur. Enfin oui, à un moment donné, voilà, on l'a vu, il a fait un plat, voilà, il a freiné un petit peu tard à la chicane, et voilà, bon, il est un petit peu sorti de la bonne trajectoire. Mais sinon, c'était un Grand Prix parfait de la part de Verstappen,
qui reprend, c'est important aussi, la tête du championnat du monde désormais. Ça y est, il est maintenant leader du championnat du monde avec, ça va être drôle jusqu'à la fin de l'année, mais avec 224 points et demi. 3 points d'avance sur Lewis Hamilton qui est donc deuxième à 221 points et demi. Voilà, ça va falloir rester. Il y en a 3 des pilotes qui ont des demi-points au total, puisque Carlos Sainz est 89 points et demi en 7ème position. Et 3 équipes donc ont des demi-points aussi avec Mercedes, Red Bull et Ferrari. Donc ça va être sympathique jusqu'à la fin de l'année, mais c'est dû à l'attribution de la moitié des points la semaine dernière au Grand Prix de Belgique. Mais du coup, voilà, Verstappen, j'ai pas grand-chose à dire en fait, parce qu'il a fait un Grand Prix absolument parfait. On l'a très bien répondu chez Red Bull à chaque fois aux tentatives d'undercut de chez Mercedes. Ça a été plutôt bien fait. Donc voilà, un stand au 21e, au 40e tour. Il a mis médium puis hard. Ils ont passé les 3 types de pneus. Ça, c'était sympathique évidemment de voir ça. Mais il a gagné avec les 3 types de pneus aujourd'hui, puisqu'il est parti en tendre. Il a mis les médiums et il a mis les durs. Mais franchement, voilà, c'était nickel de la part de Max Verstappen. Et cette bagarre va rester, je pense, jusqu'au bout maintenant et jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on se disait, voilà, le coup d'envoi de la deuxième moitié de saison allait quand même être important. Bah, c'est quand même à chaque fois Red Bull qui a fait la pole dans des circonstances à chaque fois très difficiles et très différentes, puisqu'on a eu la pluie la semaine dernière, là il faisait sec, et ensuite 2 victoires Red Bull, même si elles ne rapportent pas 100% des points, bien évidemment. Mais en tout cas, ça va continuer, je pense, pour Max Verstappen, et Lewis Hamilton va devoir vraiment se cracher dans les mains s'il veut aller chercher ce 8e titre mondial. Ça va vraiment faire plaisir, en tout cas, de voir cette bataille jusqu'à la fin de l'année. Lewis Hamilton qui termine donc 2e, bah voilà, il a fait ce qu'il a pu. Alors j'ai trouvé quand même que ça chouinait à la radio aujourd'hui de manière assez violente, mais c'est habituel en fait, avec Lewis Hamilton, on sait que quand ça se passe pas très très bien, et ben voilà, il met toujours en doute les stratégies de son équipe, il se plaint beaucoup de ses pneumatiques, donc voilà, quand il est 2e, c'est toujours un petit peu la même chose. Ici, il a fait ce qu'il a pu, il va chercher le point du meilleur tour, donc au moins ça permet de diminuer l'écart avec Verstappen, qui est donc pas de 7 points mais de 6 points, c'est peut-être un point qui va se jouer en fait à la fin de l'année, et c'est bête, mais on voit à quel point maintenant le championnat est serré, et on se passe, on se repasse. On pourrait jouer ce championnat à quelques points, et ce serait formidable dans les derniers tours d'Abu Dhabi, qui sait. Donc voilà, faut vraiment grappiller chaque petit point qui est possible. Voilà, comme le dit Manu dans le chat, effectivement il se plaint et il claque des temps, je veux dire que c'est pas le problème, mais voilà, il dit à chaque fois que ses pneus ne vont pas au bout, ça veut pas dire qu'ils sont morts à l'instant T, c'est juste qu'il pense pas que 20 ou 25 tours plus tard ça va marcher, mais voilà, c'est toujours des difficultés. Alors, Hamilton n'a pas eu de chance non plus, parce que le premier aérostand est assez lent, il ressort dans le trafic, deuxième aérostand il ressort complètement dans le trafic, et là je vous avoue que c'est un peu particulier quoi, la stratégie de chez Mercedes sur ce coup-là. Mais voilà, on fait ce qu'on peut avec Hamilton qui termine 2e, et qui va donc chercher ce point du meilleur tour, alors que le pilote en 3e position, à savoir Valtteri Bottas, l'obtenait jusqu'au dernier tour. Bon. Bottas, là ça devient très problématique, donc on est d'accord maintenant, il n'est plus chez Mercedes. Je veux dire, s'il était encore pilote Mercedes, s'il avait paraphé son contrat, il n'aurait pas joué à ce genre de jeu stupide. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le Grand Prix ou qui se sont endormis devant, déjà il y a eu cette radio terrible en début de course, où on a Valtteri Bottas, on lui dit, à la radio, oui bon Valtteri, écoute, voilà, tu ne vas pas interagir avec les leaders, donc on essaie de trouver une stratégie. C'est d'une violence, je trouve. Mais c'est violent, mais c'est tourné de manière très bureaucratique, donc ça fait pas si violent, quoi. C'est limite passif-agressif. Écoute, Valtteri, je pense que tu ne vas pas interagir avec les leaders. Comprenez, écoute, Valtteri, tu te prends une valise par les 2 premiers, arrête, fais quelque chose. Donc c'était une catastrophe. On le fait rentrer beaucoup plus tard que les 2 autres pour essayer d'aller un petit peu gêner Max Verstappen, ce qui a totalement pas fonctionné. Il a limite plus gêné Hamilton que Verstappen, mais ça on commence à en avoir l'habitude, très, très clairement. Maintenant, on l'arrête au 67e tour. Alors ça aussi c'est assez particulier, on l'arrête, et là je trouve que c'est peut-être là que Mercedes a fait une petite erreur, c'est qu'on l'arrête au 67e tour pour mettre des tendres, il comprend pas la décision, puisque c'est tout à la fin du Grand Prix, il comprend pas la décision, il demande à la radio, et là on lui dit oui, c'est pour que Lewis ait un pit stop gratuit, comprenez, pour qu'il tente quand même d'aller chercher le meilleur tour à la fin, parce qu'il l'avait à ce moment-là, mais il voulait être sûr qu'il l'ait jusqu'au bout. On n'aurait pas dû dire ça, on aurait juste dit, bah voilà, écoute Valtteri, problème, on a eu une vibration, on a eu un capteur, il le sait pas dans la voiture, tu dis, oh, on a un capteur qui dit que t'as une crevaison, non, tu rentres, basta, il n'y aurait pas eu de souci, mais là, eh ben, il a compris que c'était pour favoriser Hamilton, donc il a commencé à parlementer, machin, et il a claqué le meilleur tour dans le tour qui a suivi, alors que James, le fameux James, à la radio, lui a dit, non, mais écoute Valtteri, tu es défendu, tu n'as pas le droit, avorte la tentative de tour rapide, et il a fait le meilleur tour. Alors il dit qu'il a lâché une seconde dans le dernier secteur, voilà, bon, il a quand même fait le meilleur tour en course. Ça a posé donc des soucis, entre guillemets, à Mercedes, qui a dû faire arrêter Hamilton une deuxième fois, pour chausser des tendres, et pour aller rechercher justement ce
ce point du meilleur tour, parce que faut qu'il comprenne évidemment Bottas que oui, l'équipe aimerait bien évidemment avoir le point du meilleur tour pour l'équipe, mais là ils veulent quand même que ce soit Hamilton qu'il est, parce qu'il y a un championnat qui se joue. Je suis désolé pour Valtteri Bottas, je lui apprends peut-être, mais non, il ne sera pas champion du monde cette année, non, il ne joue pas le titre. Donc voilà, il faut qu'il mette sa fierté de côté, très difficile à faire pour Valtteri Bottas, et qu'il continue, voilà, juste aider Lewis Hamilton, ça aussi, très difficile à faire pour Valtteri Bottas. Troisième, il n'a pas du tout pesé sur la course, il n'a pas fait un week-end extraordinaire, donc voilà, c'est encore une fois un week-end moyen de Valtteri Bottas, qui se dirige donc maintenant vers Alfa Romeo. Milan qui le dit, Toto va encore dire qu'il n'y a pas de pilote numéro 1 chez Mercedes et qu'ils sont traités de manière égale. Non, mais il le dit plus, hein, si vous avez remarqué, il le dit plus. Et tout le monde le sait qu'il y a un numéro 1 et un numéro 2. Et c'est normal. À un moment donné, je suis désolé, mais Hamilton a 221 points et demi, Bottas en a 123. Écoutez, Bottas, il a plus de 100 points de retard en championnat, je comprends qu'on favorise Hamilton, quoi, c'est la moindre des choses. On va pas les faire jouer les trucs. Qu'est-ce que vous voulez, que Bottas il gagne 2 victoires encore avant la fin de l'année, et puis s'il fait perdre le titre à Hamilton, ça va faire désordre encore cette affaire. Donc moi je comprends tout à fait qu'on le mette au second plan. Un qui n'est pas au second plan et qui ne mérite pas de l'être en tout cas, eh bien, c'est Pierre Gasly. Pierre Gasly donc qui termine 4ème. Pierre, super Pierre, bah c'est ça, hein. Ils auraient dû jouer ça dans les haut-parleurs, bien sûr, du circuit de Zandvoort, exceptionnel. Pierre Gasly qualifié 4ème, qui termine 4ème de ce Grand Prix. Parfait, encore une fois, il a été parfait avec son Alpha Tauri, il a parfaitement pris la mesure de cette monoplace, et c'est plus gênant encore pour son équipier Yuki Tsunoda. On en parlera en toute fin de débrief, évidemment, puisqu'il a été le deuxième pilote à abandonner dans ce Grand Prix. Voilà, c'est-à-dire que la saison de Tsunoda n'est pas top, mais comme à côté vous avez une saison de Gasly qui est encore une fois stratosphérique comme l'an dernier, bah forcément ça se voit plus. Mais là il a été parfait, oui il a fait une course en solo, mais c'était tout ce qu'il fallait en fait, mon jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'est qualifié devant les deux Ferrari, bah le mieux pour lui c'était alors au mieux pour Red Bull de pouvoir s'intercaler entre les Mercedes, d'essayer un truc, tu vois, au départ peut-être. Ça n'a pas marché parce que vraiment le départ a été compliqué et il n'y a pas eu autant de contact dans le premier virage que ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais à partir du moment où il est 4ème à la fin du premier tour, voilà, il faut juste creuser l'écart avec les Ferrari, il l'a fait, il finit loin des 3 premiers certes, mais il finit 4ème, il a encore marqué un paquet de points pour Alpha Tauri. Alpha Tauri, ils sont encore 6ème du championnat, ils sont qu'à 6 points de Renault, d'Alpine qui est 5ème. C'est en grande partie grâce à Pierre Gasly, bien sûr, puisque AlphaTauri a 84 points, Pierre Gasly en a 66. Hein, donc autant vous dire que Tsunoda apporte un petit peu, mais pas tant que ça. Donc bravo vraiment encore une fois à Pierre Gasly. Bravo aussi à Charles Leclerc, 5ème. Encore un très bon week-end de la part du Monégasque. La Ferrari fonctionnait bien ici, donc ça fait plaisir aussi de voir que la Ferrari retrouve un niveau très bon. Et je pense qu'on a de quoi s'amuser en 2022, parce qu'on se doute que la Red Bull sera bonne, il y a de grandes chances en tout cas, parce que Adrian Newey et toute son équipe en général, ils loupent rarement quand même les changements de règlement. On se doute aussi que la Mercedes sera bonne, il n'y a pas de raison. Si vous ajoutez une Ferrari qui est compétitive, une Alpine, une AlphaTauri, enfin voilà, ça peut donner quand même un championnat très serré l'an prochain. Donc c'est positif de voir qu'on remonte vraiment la pente chez Ferrari. Et puis surtout l'avantage avec Ferrari, c'est quoi, ils remontent maintenant et ils ont pu eux déjà basculer sur 2022 très tôt parce qu'ils savaient que la saison n'allait pas être top, même si elle est meilleure que l'année dernière. Mais en tout cas, Charles Leclerc 5ème, c'est un très bon travail encore une fois de la part du pilote monégasque. Elle est peut-être plus courte en termes d'empattement, j'ai pas toutes les stats sous la main, Xuan, c'est vrai qu'elle était bonne à Zandvoort, bonne à Monaco, sur des circuits un petit peu compliqués. Elle était pas, je me rappelle plus vraiment en Hongrie sur le sec si c'était si bon que ça, mais ça avait pas l'air mauvais, hein, vu que quand même Leclerc se fait percuter alors qu'il était relativement haut sur la grille par Stroll, donc il y avait quand même de quoi faire. Et puis Sainz fait un beau Grand Prix aussi en Hongrie, donc voilà, il y avait vraiment de quoi faire. Et effectivement, voilà, Tsunoda, bien sûr, les amis, voilà, lui, il risque de garder sa place l'an prochain, on en parlera après hein, de Yuki Tsunoda. N'hésitez pas à mettre vos messages après, et je les dirai avec grand plaisir. Et puis la 6ème place. Oh, derrière Charles Leclerc, en 6ème position. Oh là 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 là, attendez, qu'est-ce que j'en ai fait de mon drapeau Alpine, mon Dieu, oh, je ne le retrouve plus, il est là, il est par terre, tout va bien. Rassurez-vous, le drapeau Alpine est présent, la casquette de la mauvaise foi est présente. Quel Grand Prix, mes aïeux, de Fernando Alonso. En vrai, 6ème, super Grand Prix de Fernando Alonso, qui s'est lancé 9ème, si je dis pas de bêtises, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. 9ème place au départ de Fernando Alonso. Et un départ, mais alors, mes aïeux, je l'ai vu en caméra embarquée. Moi, j'avais mis plusieurs écrans, dont l'écran général et la caméra embarquée de Fernando Alonso. C'est une merveille, c'est-à-dire qu'il prend un envol qui n'est pas mauvais du tout. Il se retrouve 9ème au premier virage, évidemment, mais alors ensuite, tout le monde qui s'accumule à gauche dans le premier banking, lui, il passe tout le monde à l'extérieur, merci.
Après, par contre, il manque de perdre sa voiture dans les S super rapides et se fait percuter par Giovinazzi derrière. Ça aurait pu être un carambolage gigantesque, un énorme crash et une crevaison aussi pour Fernando Alonso. À la place, c'est une 6ème place, un très bon rythme. J'ai bien aimé parce qu'au début, voilà, Esteban Ocon râle un petit peu à la radio et puis finalement, Alonso a mis l'écart qu'il fallait. On peut aussi se douter qu'Ocon a un petit peu perdu ses pneus en suivant justement de si près son équipier. Et puis voilà, Alonso qui fait un bon premier relais et puis le deuxième relais. Et encore une fois, le coup entre les dents, il est remonté sur Carlos Sainz, il le dépasse dans les derniers tours. Superbe aussi cette manœuvre de Fernando Alonso. Donc voilà, on retrouve toujours le combattant Fernando Alonso qu'on a eu pendant toutes ses premières années de Formule 1 et voilà, il a beau avoir 40 piges, ça va pas l'empêcher de continuer et ça fait vraiment plaisir. Donc c'était vraiment chouette. Les Alpines sont bien remontées. Les deux sont en Q3 déjà, donc c'est très positif. En course, elles avaient un rythme, ce qui n'est pas tout à fait habituel chez Alpine. On les voit souvent mieux le samedi que le dimanche. Là, il y avait un rythme, donc il y a aussi de quoi être satisfait et d'avoir des motifs d'espoir chez Alpine. Carlos Sainz termine 7ème. Bon, lui, il a un petit peu eu du mal par rapport à Leclerc. Je trouve intéressant leur deuxième relais, d'ailleurs, chez Ferrari en dur. Ça marchait plutôt pas mal. Et puis bon, en fin de relais, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, je pense quand même que Sainz, il a un petit peu subi la loi de Charles Leclerc ce week-end, et particulièrement aujourd'hui. Mais il finit 7ème, c'est pas non plus une mauvaise course. C'est-à-dire qu'il marque 16 points chez Ferrari. Quand on pensait que McLaren n'en met que 1, c'est important. Hein. On rappelle qu'il y a quand même une lutte pour la 3ème place du championnat des constructeurs. Et maintenant, Ferrari a 180 points et demi. McLaren a 170. On a donc quand même 11 points et demi d'avance, ça commence à chiffrer un petit peu et c'est important. Cette 3ème place aussi du classement des constructeurs, donc très bonne moisson. Pour Ferrari, en 8ème place, on a le pilote du jour, Sergio Pérez, vous l'avez élu pilote du jour, il est parti des stands, hein, Sergio Pérez. Bon, déjà, il faut parler évidemment de sa qualif. Ça fait un petit peu désordre encore une fois de se faire éliminer en Q1 quand votre équipier fait la pole, ça c'est un petit peu complexe pour Sergio Pérez. Après, voilà, il fait pas un mauvais Grand Prix en soi. Il a dû rentrer au stand quand même au 8ème tour parce qu'il a fait un gros plat sur son pneu en essayant de remonter un peu tout le monde. Ça, c'était un petit peu bête. Il remonte, il fait des dépassements, oui, d'accord. Après, le problème pour moi, c'est quand même qu'ils doivent partir des stands et que voilà, de toute façon, ils se retrouvent en fond de grille quoi qu'il arrive. Donc, il faut quand même travailler là-dessus. Mais il a quand même fait une remontée. C'est-à-dire qu'encore une fois, je sais, il se prend la bine par Verstappen en qualif. Il prend tarif comme Gasly, comme Albon dans cette voiture-là, mais en course, il y a un esprit de combat quand même que je ne retrouvais pas chez ces deux prédécesseurs. C'est-à-dire qu'en course, vous mettiez vous mettiez Gasly dans un paquet, il ne remontait jamais, et c'est pas parce que je dis ça que je peux pas dire qu'il fait une saison incroyable et ça fait 2 saisons de suite formidables, mais il ne remontait à aucun moment. Hein. Pierre Gasly, c'était toujours catastrophique quand il ne partait pas aux avant-postes. Et puis ensuite, vous aviez Albon qui lui arrivait de temps en temps à remonter, mais c'était quand même assez inconstant. Ici, Pérez, on sent quand même qu'il a toujours la capacité de remonter, même si la voiture est très bonne, ça je ne le conteste pas, mais au moins il remonte plutôt pas mal à chaque fois. Donc ça c'est plutôt positif pour Sergio Pérez qui va quand même chercher 4 points. Encore une fois, un championnat qui se joue à pas grand chose, c'est bien aussi d'aller chercher quelques petits points. Koukimi qui me demande, tiens, entre Latifi et Pérez, comment était défini celui qui partait en premier des stands? Si je dis pas de bêtises, du coup c'était défini selon l'ordre des qualifications. Tout simplement, Latifi s'est qualifié devant Pérez, et donc c'est lui qui a eu la chance d'être le premier à partir de la pit lane. Si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me contredire si j'en dis une dans le chat, mais normalement ça doit être cela. Esteban Ocon 9ème, donc encore une fois voilà, un bon début de relais, un bon début de premier relais, puis ensuite il a quand même souffert en fin de run, et puis il s'est fait un petit peu avoir par Alonso, donc il finit 9ème, il va aussi chercher au moins... Pérez était premier au bout de la pit lane. Alors c'est peut-être dans ce cas-là, il y a 2 possibilités. Pardonnez-moi, j'avais pas vu que Pérez était parti devant Latifi. Dans ce cas-là, 2 possibilités, soit vous avez, soit c'est tout simplement tout le monde part de la pit lane, c'est le premier qui sort qui part devant, ça paraît possible. Sinon, ça se joue peut-être, vous savez, comme sur les soucis qu'on a eu à Bakou quand il y a eu 2 voitures qui n'ont pas fait de temps en Q1 et qui étaient repêchées, ou qui avaient fait des temps très loin et qui étaient donc repêchées, et du coup, on les avait classées selon l'ordre des essais libres 3. C'est peut-être ça, parce que du coup, il se retrouve à partir des stands, donc pas de temps, je sais pas. C'est peut-être cette possibilité-là. Ou alors, c'est simplement, bout de pit lane, premier qui sort de son box, il se met au bout de la pit lane et il part devant. C'est peut-être aussi tout simplement aussi bête que ça, parce que ils ont, on parle des places de pénalité. Non, je vous rappelle que Latifi, à partir du moment où tu pars de la pit lane, de toute façon, il n'y a plus de place de pénalité qui compte. Donc Pérez, il a quand même changé toute son unité de puissance, donc lui, il s'en est pris des pénalités. Puis Latifi a changé un aileron avant qui n'était pas de la bonne
la bonne spécification par rapport à celle qu'il avait utilisée hier. Il y avait une spécification différente pour remonter mieux certainement. Donc voilà, je pense que c'était un petit peu pour cela que Perez est parti devant. Donc Ocon 9ème, bon bah voilà, pas grand chose à dire de plus. Lando Norris 10ème. Ah, c'était compliqué pour McLaren, hein. Enfin, compliqué, et dans un week-end compliqué, c'est Ricciardo qui a tiré son épingle du jeu lors des qualifications. Il s'est qualifié devant Norris, qui avait l'air d'avoir un rythme pas mauvais par rapport à son équipe britannique, qui lui avait l'air un peu de surnager. Mais ici, c'est quand même Norris qui termine devant. Il y a eu ce contact et ce dépassement un peu musclé de Sergio Perez. C'était assez sympathique à voir. Mais là, compliqué pour McLaren. Il va falloir surprendre. Parce que 10 et 11, ça fait 2 week-ends de suite en fait où ça marque pas beaucoup de points. La semaine dernière, c'est Norris qui perd potentiellement sa première victoire en Formule 1 en se crachant au Raidillon. S'il avait fait la pole, il aurait sans doute gagné le Grand Prix le lendemain. Le Grand Prix, on ne le dira jamais assez. Maintenant, voilà, c'était compliqué, mais bon, ça n'enlève rien à son début de saison et à son talent, à Lando Norris, à Ricciardo non plus, même si Ricciardo, il a tendance quand même à se prendre des pilules en course en ce moment, c'est un peu compliqué pour lui. Donc voilà, mais que voulez-vous, un Grand Prix difficile pour McLaren, mais ça marque quand même des points, ça marque un point certes, mais ça en marque toujours. Maintenant, il va falloir voir évidemment à Monza comment ça va se passer. Important, Monza pour McLaren, aller chercher Ferrari sur ses terres, ça serait sympa pour continuer de se battre pour cette 3ème place au constructeur. Lance Stroll qui termine 12ème. Écoutez, moi j'ai pas écrit grand chose sur Lance Stroll comme d'habitude. Voilà, les Aston étaient milieu de peloton aujourd'hui, parce que Vettel fait 13. Les Aston étaient milieu de peloton tout le week-end. C'était un Grand Prix compliqué. Vettel qui est le seul à avoir fait un tête à queue du coup pendant cette course dans le banking du virage 3. Mais voilà, c'est un peu. D'ailleurs, c'était chaud avec Bottas après. Mais là, Aston Martin était vraiment nulle part. Il y avait juste pas de rythme. Aucun rythme tout le week-end pour Aston. Donc à surveiller et à changer quand même sur les prochaines manches pour cette équipe. Derrière, on retrouve les deux Aston. Les deux Alpha, de toute façon, c'est pas compliqué. Là, ça finit équipe par équipe. En 14 et 15e place, on a Antonio Giovinazzi devant Robert Kubica. Giovinazzi, c'est terrible parce qu'il fait une qualif. Il se qualifie 7e avec l'Alfa Romeo quand même. C'est super ce qu'il fait, Antonio Giovinazzi. Et puis, un Grand Prix, ma foi, complexe. Alors, il y a ce contact avec Alonso au départ. On peut imaginer qu'il y a peut-être un petit flap d'aileron qui a été un petit peu endommagé là-dessus. Crevaison aussi, voilà, et juste compliqué, et voilà, il doit faire 2 arrêts, sa stratégie se retrouve ruinée. Derrière, vous avez Robert Kubica, le mec, on lui apprend samedi matin qu'il va rouler. Donc, ouais, c'était le 2e arrêt, c'était pour une crevaison, Giovinazzi, effectivement, mais à part ça, quand même, je sentais qu'il était déjà quasiment sorti du top 10 à ce moment-là, c'était vraiment un début de Grand Prix cauchemardesque pour l'Italien. Kubica, on lui apprend le samedi matin qu'il va faire le Grand Prix en remplacement de Kimi Räikkönen, qui a le Covid. Enfin, on lui souhaite évidemment le plus prompt à l'établissement. Apparemment, il est asymptomatique puisqu'il a eu, lui, ses 2 doses de vaccin. Mais on a entendu cette fameuse rumeur qui dirait qu'apparemment, il aurait claqué la porte chez Alpha. Non, arrêtez, il n'a pas claqué la porte. S'il avait claqué la porte, on aurait trouvé une autre raison que le Covid. On aurait pu dire qu'il était parti se faire opérer du dos ou quelque chose. Le truc, c'est que le Covid, vous avez un rapport qui est fait quand vous contractez quand vous avez un test positif, il y a tout un rapport qui est fait du côté de la FIA. Donc, il y a des preuves, il y a des traces comme quoi il a effectivement été testé positif. Donc, on ne peut pas falsifier un truc comme ça. Ça voudrait dire que, donc, du coup, Raikkonen aurait claqué la porte, Alpha serait allé voir la FIA en disant « Bon, écoutez, voilà, on a un petit souci. Est-ce que vous pouvez dire qu'il a été testé positif ? Comme ça, nous, on sauve la face. » Non. Bon, moi, ça me semble vraiment impossible. Voilà, et puis surtout il a annoncé qu'il va terminer sa carrière. Je pense pas que ce soit utile pour lui de partir avant, surtout qu'il n'y avait pas l'impression que dans l'équipe il y a une ambiance particulièrement complexe. Et donc du coup Kubica il arrive, il fait une qualif qui ma foi n'est pas mauvaise non plus, il se qualifie devant les As, voilà, il fait le taf. Avec très très peu de connaissances de la voiture et surtout du circuit, et puis il ramène la voiture à la maison en course aujourd'hui, donc bien joué de la part du Piat Paolek, qui n'avait pas pris un départ depuis 2 ans quasiment, donc bien joué Robert Kubica qui termine 15e. Nicolas Latifi 16e. Nicolas Latifi, lui c'est dommage parce qu'on le sentait sur une très très belle dynamique depuis la semaine dernière et puis hier en qualification. Malheureusement ce crash en qualif qui fait qu'il part du fin de la grille aujourd'hui. Voilà, c'était compliqué pour lui. Russell, pareil, crash en qualif aussi, donc on n'a pas optimisé. Et ça me faisait plaisir hier de voir les Williams et de voir le point presse qui chez Williams, on disait oui, mais on est déçu de ne pas être allé en Q3. Ça fait plaisir de retrouver cette dynamique chez Williams. On est en fond de grille pour l'instant, mais on remonte, et voilà, maintenant on est en train de se dire limite que c'est dommage que les 2 voitures n'aient pas été en Q3, donc vraiment bien joué. Et Latifi, je suis d'accord, il n'a pas fait un mauvais week-end, et il commence à être pas mauvais, donc je pense que Williams va le garder l'an prochain, de toute façon c'est signé, et puis ils vont pas non plus avoir un pilote vraiment
catastrophique, quoi. Donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. C'était leur meilleur client en performance, effectivement, puisqu'il était devant, enfin pour Mercedes, un meilleur client Mercedes. J'étais devant les Aston ce week-end, très clairement. Russell qui a abandonné, hein, qui a abandonné en toute fin de Grand Prix, d'après les résultats de la FIA. Oui, évidemment, tout le monde se qualifie devant les As, mais il faut le faire, Rallye 50. Et moi, je suis désolé, on me parle beaucoup de Callum Ilott, qu'on voulait voir ce week-end. Il était au Nürburgring pour le GT World Challenge Europe, donc il ne pouvait pas remplacer Kimi Räikkönen. Callum Ilott, il se serait certainement qualifié dernier, parce que le mec, il connaît absolument pas la voiture, et voilà, ça aurait été normal pour moi. J'aurais pas été super surpris. Ouais, c'est peut-être pour pouvoir changer de boîte, effectivement, pour George Russell, ou sauver, économiser ce qu'on peut avec le moteur, peut-être, pour l'abandon de Russell. 18e place pour Mick Schumacher. Alors, on va parler des As. On va commencer déjà par parler de Yuki Tsunoda, qui est 19e, enfin, qui a été donc le deuxième abandon. Tsunoda, ça devient très compliqué, il n'y a pas de rythme, en fait, chez Yuki Tsunoda, et il y a beaucoup de colère, mais il n'y a pas de rythme. Donc c'est compliqué pour le japonais. Là, je trouve que ça devient dur. Après, qui voulez-vous vraiment mettre à la place de Yuki Tsunoda? Ils n'ont personne chez Red Bull. Ils n'ont absolument personne. Donc à partir du moment où tu n'as personne, bah, il va sûrement rester une saison de plus, hein, Yuki Tsunoda. Là, je voyais tout à l'heure un tweet, je crois que c'était de la Miguel d'ailleurs, qu'on retrouve dans le Racing Café, qui dit « Oui, Liam Lawson qui a frappé un grand coup parce qu'il a gagné les 2 manches du DTM ce week-end. » Oui, mais est-ce que vraiment ils ont envoyé les mecs en DTM pour aller remplacer Tsunoda, quoi? Je suis pas sûr, mais là, Yuki Tsunoda, il y avait beaucoup de promesses avec les tests d'avant-saison et le soufflet retombe un petit peu, malheureusement, pour le pilote japonais, qui a été en grande difficulté ce week-end. Bon, on va terminer avec les As, les amis, comme quasiment à chaque débrief. On va donc terminer avec les 2 As de Mick Schumacher et de Nikita Mazepin. Mazepin qui a abandonné, Mick Schumacher qui termine 18e. Tout ça commence hier, évidemment. Les deux, de toute façon, maintenant, je pense que c'est officiel, ça fait des semaines qu'on le sait, ils peuvent pas se piffer, mais d'une force. En tout cas, Mazepin ne peut pas piffer Schumacher, je sais pas si l'inverse est nécessairement vrai, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des frictions dans les deux sens. Hier, si vous n'avez pas suivi mon thread sur Twitter, globalement, ce qui s'est passé, chaque week-end, on alterne chez As le pilote qui est le premier à prendre la piste. Ça se fait dans beaucoup d'autres équipes, c'est tout à fait standard. Donc en gros, si au premier Grand Prix, Mazepin est le premier à sortir de la voie des stands, avant donc la préférence en qualif, bah, ce sera Schumacher au deuxième Grand Prix, ainsi de suite. Ce week-end, le roulement fait que c'est Nikita Mazepin qui devait être le premier à sortir de la pit lane pour le dernier run en Q1. Il est le premier à sortir. Jusque-là, tout se passe bien. Mais c'est là où beaucoup jettent la faute sur As, mais c'est là où moi je suis désolé, je la mets un petit peu sur Mick Schumacher. On lui dit dans la sortie des stands, il reste plus de 2 minutes, t'es large. On lui dit vraiment, t'es tranquille. Il n'y aura pas de problème au niveau du temps. C'est ce qu'on dit aux 2 pilotes As. Mick Schumacher, on n'est pas encore sorti de la pit lane qu'il demande déjà est-ce qu'il peut dépasser son équipier. Et là, je suis désolé, vous avez beau dire ce que vous voulez, on va dire que c'est l'ingénieur machin. Pourquoi, s'il y a un code et un système qui est déterminé à l'avance, pourquoi Schumacher vient demander à dépasser son équipier alors qu'on n'est même pas encore sorti de la pit lane? Si à la rigueur, il le demande à la fin du tour parce qu'on lui dit que le chrono commence à être un petit peu compliqué, s'il le dit à la fin du tour, je peux comprendre, parce qu'il veut à tout prix quand même faire un chrono, ça je peux le comprendre. Mais on n'est même pas encore sorti de la pit lane, faut pas se foutre de la gueule du monde. Là je suis désolé, c'est pas normal de faire ça. Donc, il demande, sorti de la pit lane, il accélère comme une balle, il essaie de plonger à l'intérieur, Mazepin le voit, il le bloque. On va dire encore une fois que Mazepin a une tête de con parce que c'est très simple à dire et que c'est le truc principal. Moi je suis désolé, je suis Mazepin, je fais pareil. Parce qu'on me dit, tu vas être devant, l'autre je vois qu'il essaie de me dépasser dès la sortie des stands et de me mettre à l'envers. Je suis pas d'accord. Schumacher, on lui demande. Et là, en gros, l'ingénieur lui dit, mais il dit oui, mais c'est à demi-mot quoi. Il lui dit oui, tu peux le dépasser, mais si tu le fais, vaut mieux le faire en début de tour. Tu peux le faire à la sortie du virage 3, mais c'est pas genre un oui tout à fait. Et donc il le fait à la sortie du virage 3 et il dépasse son équipier. Et en fin de tour, Mazepin pète un petit peu les plombs, certes, je conteste pas, même si c'est un peu chaud déjà entre Schumacher et Norris, on sait pas trop, parce que on dit qu'il y a le fameux code d'honneur, hein, le fameux gentleman agreement que Mazepin aura encore une fois brisé. Schumacher dépasse Norris, techniquement il n'aurait pas eu à le faire. Mais vous voyez, si on veut parler de gentleman agreement, si on parle de gentleman agreement, il n'a pas dépassé Mazepin au début du tour, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, c'est pas la bonne ambiance. Et ça s'est vu aujourd'hui aussi, puisque les deux se percutent, ça y est, on se touche, on doit changer d'aileron avant pour Mick Schumacher après un contact avec Nikita Mazepin. Mazepin qui a foutu tout le monde hors de piste quasiment aujourd'hui. Je suis très surpris qu'il n'en ait pas satellisé un d'ailleurs. Mazepin qui était très rugueux, très clairement. Mais par contre, Mick Schumacher, c'est-à-dire que, comme tu le dis, Mylène, moi je suis tout à fait d'accord. Schumacher, il pourrait faire n'importe quoi sur la piste, tout le monde lui trouverait des excuses. Je suis tout à fait d'accord.
Mick Schumacher, il a ce côté chez les fans de F1, et je suis désolé de vous le dire, mais oui, fils de Michael Schumacher, on sait que Michael Schumacher est dans une situation très compliquée pour l'instant, donc forcément on est très attaché à Mick Schumacher. Il a ce look un peu de premier de la classe, de gendre idéal, il parle français, il est sympa, tout ça. Et évidemment, tout le monde veut le trouver extraordinaire, voilà, c'est formidable. Mais il faut aussi savoir dire quand il fait des conneries, et là, moi je trouve qu'il y a quand même eu une bêtise de fait de la part de Mick Schumacher. Tout comme l'inverse, c'est vrai avec Nikita Mazepin, qui, voilà, on lui tombe dessus continuellement. Ça faisait quelques Grands Prix qu'il n'avait pas fait de conneries, donc là vraiment ça fait très plaisir, je pense, à tout le monde de pouvoir bien mettre du Mazepin partout, hein, là ça fait plaisir à tout le monde. Mais il va falloir remarquer un truc, qui est que les deux font des conneries depuis le début de l'année, et que Haas, franchement, ils sont dans une merde pas possible, et je pense qu'on n'entend plus Gunther, parce que le mec, il en a ras la casquette. Il se dit qu'il va encore devoir faire les deux, là, il va devoir garder les deux encore l'an prochain, il sait pas ce que ça va donner. Voilà, moi je pense quand même que le gaillard, il doit en avoir marre, hein, Gunther Steiner, mais il les recadre pas comme on a pu avoir des recadrages avec Grosjean et Magnussen, quoi. Donc c'est un peu, voilà, il est un peu muselé, comme tu dis, Manu. Effectivement, après, c'est pas simple, parce que du coup, il sait qu'au-dessus de lui, il n'y a pas que Gene Haas maintenant. Il y a le papa, il y a Dimitri Mazepin aussi, il y a le papa de Nikita. Donc du coup, il peut pas non plus faire ce qu'il veut, je pense. Exactement. Ça se trouve, on verra chez Netflix qu'il a les deux au téléphone maintenant, qu'il est comme ça après chaque course en train de dire oui, yes Gene, ah yes, Dimitri, I'm trying my best. Et voilà, c'est un désastre absolu. Donc voilà, c'est clairement compliqué. Il a pas toute Gunther, je pense que maintenant il a pas toute cette liberté qu'il avait à l'époque pour gérer son équipe comme il l'entend. Mais chez Haas, ça peut vraiment mal se terminer à un moment donné. Mais un vrai gros crash entre les deux, quoi. C'est très très possible. J'ai un peu peur avec Monza la semaine prochaine parce que du coup, alors quoique il y a quand même des qualifs le vendredi, mais il y aura des qualifs sprint le samedi, donc ce sera une course, donc peut-être que ce sera mieux au niveau des qualifications. Mais voilà, c'était assez compliqué. Mais voilà, c'est dur pour Haas. Mais bon, que voulez-vous, faut encore tenir. Hein, et peut-être que 2022 ira mieux pour eux. Au classement des pilotes, je vous rappelle que c'est donc Max Verstappen qui mène avec 224 points et demi devant Lewis Hamilton, 3 points d'avance pour l'instant. Valtteri Bottas est 3e devant Lando Norris et Sergio Perez. 6e place au classement pour Charles Leclerc qui est devant Carlos Sainz, mais à 3 points et demi d'écart, hein, les deux Ferrari. 6 et 7, c'est très très bon pour cette équipe. Pierre Gasly est 8e, très bonne saison aussi de Pierre bien sûr devant Daniel Ricciardo et Fernando Alonso. Quelle bonne saison de Fernand bien évidemment. Au niveau du classement des pilotes, au constructeur, c'est donc Mercedes qui mène actuellement toujours avec 344 points et demi. Ils ont 12 points d'avance sur Red Bull. 3e Ferrari avec 180 points et demi qui a 11 points et demi d'avance sur McLaren. Alpine est 5e avec 90 points, 6 points d'avance sur AlphaTauri. Puis ensuite, 7e place pour Aston Martin, 53 points. Il commence à naviguer entre deux eaux chez Aston Martin. Williams est 8e, toujours avec 20 points, bien sûr. Autant vous dire que là, ça va être très compliqué d'aller les chercher. Alfa Romeo est 9e avec 3 petites unités. Et Haas, dernier, puisqu'ils n'ont pas encore marqué de points cette saison. La semaine prochaine, la Formule 1 débarque en Italie pour le Grand Prix d'Italie à Monza. Et ce sera la 2e fois que nous verrons des qualifications sprint. On rappelle qu'est-ce que c'est que des qualifications sprint. Vous avez donc le vendredi soir une séance qualificative standard, donc une séance de qualif comme on les a habituellement. Le samedi, on a une petite course de 100 km dont la grille est déterminée par les qualifications de la veille. Et le résultat de la qualification sprint du samedi détermine d'un côté la grille de départ de la course du dimanche. Donc si vous avez des pénalités pour changement de moteur, c'est à la base de cette grille-là qu'elles seront appliquées sur la course du dimanche. Vous ne pouvez pas faire une pénalité de moteur et perdre des places sur la grille du samedi, c'est pas une course, bien sûr. Mais ensuite, vous avez également des points pour les 3 premiers, 3 points pour le vainqueur, 2 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième. Ce sera donc la semaine prochaine. On aura la F2 aussi à Monza, puisque la F2 fait ses meetings une fois tous les 8 mois à peu près, donc on va retrouver ça de manière très sympathique. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur ce Grand Prix des Pays-Bas et la victoire de Max Super Max, vous venez demain soir à partir de 20h30. On se retrouve ensemble avec les amis de Next Gen Auto pour Grand Prix, votre podcast 100% F1, votre talk show 100% Formule 1. Mardi soir 20h30 si vous voulez venir, enfin 21h d'ailleurs plutôt, mardi, vous allez me voir rouler contre Simon Pagenaud, en tout cas dans la même course que Simon Pagenaud sur la Factor 2, on verra si on sera loin de lui ou pas, et à mon avis on sera loin. Et puis jeudi 20h30 évidemment le Racing Café qui reviendra entre autres sur ce Grand Prix des Pays-Bas du côté de Zandvoort et qui évidemment va parler de Monza, de l'IndyCar aussi, qui reviendra la semaine prochaine du côté de Portland avec Caleb Ilott, et on aura un live cuisine samedi. Du coup je sais pas encore exactement le live cuisine de samedi, parce qu'est-ce qu'on a donc la qualification sprint est entre 16h30 et 17h le samedi, donc ça va.
18h30 samedi prochain, live cuisine, bien évidemment. Les qualifications vendredi, c'est de 18 à 19h. Petit décalage des horaires, comme on l'avait vu à Silverstone. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce débriefing. Vous avez été très nombreux. Vous avez aussi offert des abonnements et quoi que ce soit, donc ça fait très plaisir. Merci beaucoup, les amis. Et puis, on se retrouve demain soir à 20h30. Ciao, ciao, ciao.